Bien. Alors, on reprend. Donc, notre question pour le nominalisme de la ressemblance, c'est de savoir comment éviter que Giacomo rentre dans notre classe des choses jaunes. Ok. Parce qu'il va dire qu'il ressemble. Et il va toujours... Donc, c'est pas juste pour la blague et pour embêter Giacomo, c'est vous avez vraiment un problème de construction de classe où comme vous avez cette notion de ressemblance inexacte qui est très élastique, n'importe quel candidat dans une classe peut dire oui mais je ressemble bien inexactement à ceux qui sont là. Et il va essayer de rentrer dans la classe en question et il va détruire notre propriété d'être jaune, d'être rond ou n'importe. Okay. Donc on va essayer de voir étape par étape comment le nominaliste de la ressemblance peut faire pour garder une classe qui est suffisamment contrainte. Donc la première solution, donc en général, pardon, là c'est juste la définition générale d'une classe de ressemblance, on dit que X a une propriété si et seulement si, et parce que X est membre d'une classe maximale de ressemblance donnée. Okay. Donc une classe de ressemblance, pour l'instant on n'a pas défini trop, c'est une classe ou un ensemble d'individus, classe ensemble, on utilise de la même façon, dont les membres sont reliés par des relations de ressemblance. On va voir quelles relations de ressemblance dans un instant. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'une classe maximale? Ça, c'est le point principal de cette diapositive. C'est une classe qui inclut tous les individus qui se ressemblent de la manière pertinente. D'accord? Donc, si vous voulez définir la classe des choses jaunes, il faut inclure toutes les choses jaunes. Okay? Et seulement les choses jaunes. Ça va être le défi. Monsieur, si on a fait toutes les choses jaunes, si admettons Giacomo, d'un coup, il a la jaunisse, on peut l'inclure dedans? Il faut l'inclure dedans même. Ok. Hein, dès que vous avez un nouvel individu jaune, il va falloir qu'il entre dans la classe en question. Et la jaunisse de Giacomo va aussi nous poser des problèmes. En plus de poser des problèmes à Giacomo. Pourquoi est-ce que ça va poser des problèmes? On va revenir là-dessus dans un instant, mais ça pose un problème très sérieux au nominaliste de la ressemblance. Parce que le nominaliste de la ressemblance, il nous dit être jaune, c'est être membre de la classe de toutes les choses jaunes. Mais c'est quoi les choses jaunes? C'est toutes les choses qui se ressemblent. Donc c'est ça, être jaune, c'est appartenir à cette classe. Supposez maintenant qu'il y ait un individu dans cette classe, il y a un nouvel individu dans cette classe, c'est Giacomo. Ça veut dire que la propriété qu'a la jaunisse, la propriété d'être jaune, elle change, littéralement. Donc vous pouvez vous dire, vous avez un petit, on n'a pas un truc jaune là, on a le crayon de Giacomo qui est là, on se dit, intuitivement, être jaune pour ce crayon, c'est une propriété qui est complètement intrinsèque, qui est à l'intérieur du crayon. Il n'y a pas besoin de regarder ce qu'il y a ailleurs pour être jaune, pour savoir si le crayon est jaune. Okay. Le nominaliste de la ressemblance, il dit non, ce crayon il est jaune seulement s'il est membre de la classe de toutes les choses jaunes qui se ressemblent. Okay. Et ça implique que dès que Giacomo va voir la jaunisse, le jaune de ce crayon va changer. Okay. Parce que dorénavant, il est membre d'une classe plus grande. Donc, ça c'est quelque chose qui est une intuition, enfin plutôt un aspect contre-intuitif du nominaliste de la ressemblance, qui est qu'on a envie de localiser les propriétés à l'intérieur des choses qui sont là devant nous, alors que le nominaliste de la ressemblance nous dit non, non, être jaune, être rond, être carré, être lourd, etc., ce n'est pas une affaire de ce que vous avez juste là sous les yeux, c'est être affaire d'appartenir à une grande classe de toutes les choses lourdes, rondes, etc. Oui. Oui, je me demande s'il est en degré. On doit commencer par définir le mot pertinent, parce que si les ressemblances, c'est comme des relations objectives, humaine, quoi. Ouais. Le mot pertinent, il implique quand même une règle définie par l'homme. Alors, en partie, non, il n'implique pas une règle définie par l'homme, mais oui, vous avez raison de dire qu'il va falloir définir de manière pertinente ici. Hein. Donc, dans l'option les options possibles ici, le nominaliste de la ressemblance, il s'oppose au réaliste, mais il partage un certain nombre d'hypothèses en commun. Et la grande hypothèse qu'il partage en commun, par laquelle je commençais la séance aujourd'hui, c'est de dire il y a, indépendamment des hommes, de bonnes manières et de mauvaises manières de grouper des choses. Pensez à la classification périodique des éléments, par exemple, qui fait partie des classifications scientifiques les plus solides. Quand on a découvert ça, on se dit, là c'était vraiment une découverte. On a mis le doigt sur quelque chose qui préexistait. Il y avait déjà tous ces points communs entre les atomes dans la réalité, les différents types d'atomes. C'est la même chose, c'est cette idée générale qui est admise par les deux camps, ici. Hein. Mais vous avez raison d'insister sur le fait qu'on peut nier cette idée-là. Vous avez un certain nombre
de philosophes qui disent non, en fait, la façon de catégoriser des choses, elle dépend beaucoup de nos intérêts, typiquement. Hein. Et c'est vrai qu'une grande partie des catégories qu'on utilise, elles ne sont pas juste fondées sur les propriétés intrinsèques des choses, mais sur à quel point ça va nous être utile, par exemple. Hein. La classification des artefacts, en général, c'est beaucoup lié à nos intérêts et comment est-ce qu'on utilise les choses. Hein. Mais là, on essaye de comprendre est-ce qu'il y a des différences indépendamment de nous, on a envie de dire dans la nature, mais ce n'est pas que dans la nature, parce que peut-être qu'il y a un règne extra-naturel, indépendamment de nous, celui des nombres, des propositions, comme je disais tout à l'heure. Indépendamment de nous, est-ce qu'il y a des différences réelles entre les choses? Donc on admet ça maintenant. Donc autrement dit, la réalité, elle a déjà des différences naturelles avant qu'on arrive, même si nous, on peut introduire encore d'autres différences. Et on essaye de comprendre qu'est-ce qui doit être le cas pour qu'il y ait ces différences dans la réalité. Le réaliste des universaux dit il doit y avoir des universaux. Le nominaliste de la ressemblance dit non, il suffit qu'il y ait des particuliers qui se ressemblent entre eux plus ou moins fort, et on a ces différences dans la réalité. Mais ça n'exclut pas qu'on puisse ensuite introduire nos propres classifications parce qu'elles nous intéressent. Hein. Par exemple, les classifications nourriture. Fruits et légumes, typiquement, si vous écoutez un biologiste, il va vous dire ah, la tomate c'est un fruit, mais mon œil, on comprend bien pourquoi on classifie la tomate comme un légume, parce que c'est peu sucré, puis qu'on l'utilise plutôt avec des plats salés, donc c'est une classification qui marche bien vis-à-vis de nos intérêts. Hein. Donc c'est pas parce qu'on s'intéresse aux classifications naturelles, indépendamment de nous, qu'on veut jeter par-dessus bord le fait que nous aussi, après, on reclassifie les choses en fonction de différentes tâches qu'on peut vouloir faire. Je vous ai répondu? Oui. Juste une question, mais donc, en reprenant le discours, l'exemple de Giacomo avec la jaunisse, cela signifie que les ou le fait d'appartenir ou pas à une classe peut être transitoire. Donc la classe qui contient tout ce qui est jaune va changer de forme, entre guillemets, c'est-à-dire il y aura plus ou moins d'éléments en fonction de la contingence. Exactement. Avec ce petit bémol que, à strictement parler, une même classe ne peut pas gagner ou perdre un individu. C'est une manière approximative de parler comme ça, parce que la classe, elle est définie par ses... Ça, c'est la théorie mathématique pure des ensembles. Un ensemble, il est défini par ses membres. Donc si jamais... Vous ne pouvez pas dire il y a un membre en plus, même si je me suis autorisé à dire ça tout à l'heure en parlant de la jaunisse de Giacomo, vous ne pouvez pas dire il y a un membre en plus dans la classe. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a une nouvelle classe. Okay, c'est que la classe de toutes les choses jaunes, ben, ce n'est plus la classe qu'on avait jusque-là, c'est une nouvelle classe. Et être jaune, c'est être membre de cette nouvelle classe. Okay. Donc il y a un élément contingent là-dedans, et ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui devient rouge ou jaune en Australie, ben ça va changer, à strictement parler, la couleur des choses qui sont rouges ou jaunes ici, maintenant. Hein. Juste un petit point là-dessus. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi le cours sur Hume, parce que tout ça, c'est très humien, en fond. Hein, un des premiers, plus clairs défenseurs du nominalisme de la ressemblance, c'est Hume. Vous vous souvenez ce que dit Hume sur la causalité? Hume dit le fait que mes clés vont causer du bruit maintenant, mes clés ont fait ce bruit, ont causé le bruit en question, donc c'est ça pour intuitivement, disons. Ordinairement, on dit qu'il y a une séquence causale qui était juste là, qui s'est produite entre les clés et la table. Les clés ont tapé la table et ça a produit une vibration de l'air. Et tout ça s'est passé ici. Pour Hume, il n'y a pas de causalité juste entre les clés et la table. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de causalité? Parce qu'il dit qu'il ne peut pas voir la causalité. La causalité, c'est une force et que tout ce qu'il voit, c'est des successions d'événements. Qu'est-ce que c'est que la causalité pour Hume? C'est le fait qu'à chaque fois que vous allez faire tomber les clés sur la table, ça va produire du son. Vous allez le faire 10 fois, ça va produire pareil. Donc ça va faire le même effet. Donc être une séquence causale, pour Hume, c'est être membre de cette grande classe de ressemblance qui inclut des successions d'événements. Okay, donc la causalité pour Hume, c'est une instance de ce qu'on est en train de voir là. C'est de dire, vous n'avez pas de causalité intrinsèque aux choses, et ça suscite les mêmes doutes que celui qu'on mentionnait avec la jaunisse de Giacomo. La causalité, elle n'est pas juste là. Pour savoir si telle ou telle séquence est causale, il faut savoir si elle appartient à la grande classe des séquences de succession de chute plus bruit, par exemple, hein, dans ce cas-là. Donc là, c'est un peu le contre-coup, l'aspect contre-intuitif de la théorie. Mais retenez-en aussi l'aspect attrayant, d'accord? Si vous n'avez pas ça, pour l'instant, l'alternative, c'est que vous avez des universaux, des choses qui sont entièrement dans plusieurs endroits, dans plusieurs objets,
au même moment. Et ça non plus, c'est pas facile à voir. Donc Hume, il est conduit à un nominalisme de la ressemblance pour des raisons contraires à ce qu'on voit, hein, à croire ce qu'il a sous les yeux. On voit que des choses particulières, des relations de proximité entre elles, et si c'est ça, pense Hume en tout cas, et les nominalistes de la ressemblance, ça c'est la moins mauvaise des solutions. J'ai une question. Oui, pardon. Elle a un petit point jaune, elle va dans la classe ou pas? Alors, il y a plusieurs solutions, mais on peut dire seulement votre petit point jaune va dans la classe. Hein. Donc, on peut inclure dans la classe des choses jaunes, pas uniquement des substances entières, mais aussi des parties de substances. Okay. Donc, vous incluez toutes les parties. Donc, on va prendre un petit bout de votre pub, pour de faux, et pour le mettre dans la classe en question. Hein. Donc, souvenez-vous, je vous ai parlé la dernière fois de la distinction entre les parties séparables et inséparables. Il n'y a pas de problème pour un nominaliste de considérer des parties spatiales ou temporelles de la table. Ça va. Par contre, si on veut prendre, donc on peut prendre la partie de votre pull qui est jaune, okay, ce sera toujours une partie avec un certain poids, etc., et d'autres propriétés, elle aura une certaine forme, mais il y a une partie de votre pull que je ne peux pas prendre, c'est juste la propriété d'être jaune. Cette partie-là, inséparable, ça, vous ne pouvez pas la prendre pour un nominaliste, d'accord? Parce que sinon, vous auriez les propriétés. Okay. Donc lui, le nominaliste, autrement dit, pense qu'on peut découper les objets spatialement, dans ce sens-là, avec un couteau, ça marche, une tronçonneuse, ce que vous voulez, des ciseaux pour votre pull. Ça, vous avez le droit de le faire, métaphysiquement. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de couper votre pull. Mais par contre, vous ne pouvez pas abstraire juste une propriété. Okay, ça, ce serait une forme de découpage qui serait une forme d'abstraction que le nominaliste ne veut pas. D'accord, vous ne pouvez pas prendre juste le bleu ou le jaune. Hein. D'ailleurs, avec quel ciseau vous le feriez, ça, on ne voit pas. Hein. Bien, alors, ce qu'on va faire maintenant, je reviens à ma question d'avant la pause, c'est comment est-ce qu'on fait pour contraindre notre classe pour laisser des choses jaunes, pour laisser Giacomo dehors. Première solution qui ne va pas marcher, mais c'est pour vous montrer la progression. On va dire, c'est facile, qu'est-ce que c'est qu'être jaune? C'est être membre de l'ensemble des choses jaunes. Et qu'est-ce qui rentre dans cet ensemble, ou cette classe des choses jaunes? C'est que chaque chose ressemble à au moins une autre chose de la classe. Okay. Donc vous imposez pour chaque individu de la classe qui ressemble à au moins un autre individu de la classe. Ça, c'est une contrainte beaucoup trop faible. Personne ne l'a défendu, ce n'est pas très intéressant, mais il faut voir pourquoi ça ne marche pas. Voici une classe qui satisfait cette contrainte. Chaque individu ressemble à au moins un autre individu de la classe. Okay. Donc vous prenez n'importe lequel individu de la classe. Le nombre 3, il ressemble au nombre 7, parce que c'est un nombre, parce qu'il est impair. La coccinelle, elle ressemble à la cabine de téléphone, parce qu'elle est rouge. Et pourtant, on voit bien que cette classe-là, ça ne définit pas une propriété. D'accord ? Quelle est la propriété qui est définie par cette classe? Il n'y a rien qui lui correspond. D'accord ? Donc il nous faut une classe qui est plus unifiée que ça. Donc tout le jeu maintenant va consister à renforcer l'unification de la classe, simplement avec la notion de ressemblance. Donc par rapport à ce premier problème, solution naturelle, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait au moins un chemin de ressemblance qui relie tous les individus de la classe. Ce qu'on avait dans la classe, dans l'élément, ce qui manquait dans cet exemple-là, c'est que là, vous n'avez pas de ressemblance qui permet de passer de la coccinelle au nombre 3. Okay. Donc est-ce que si on arrive à rajouter de la ressemblance ici, on aura une classe plus unifiée? Oui, est-ce qu'elle sera assez unifiée? Certainement pas. Donc la contrainte maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une classe de ressemblance? C'est un ensemble de particuliers dont chacun ressemble à au moins un autre, et qui est tel qu'on peut toujours passer d'un particulier à un autre par un chemin de ressemblance. Okay. Là, le problème que ça pose, c'est celui qu'on a rencontré de la non-transitivité. Okay. Pardon. Voilà une classe qui satisfait cette contrainte. Hein. Donc chacun ressemble à au moins un autre. Prenez juste ces trois-là. Hein. Donc la cabine ressemble à la coccinelle ressemble au scarabée. Mais pourtant, à cause de la non-transitivité, vous avez la cabine de téléphonique et le scarabée qui ne se ressemblent pas. D'accord ? Vous avez une classe qui explose. Vous pensez aux montres et aux assiettes bleues tout à l'heure. Donc juste imposer que chaque individu ressemble à au moins un autre et qu'il n'y ait pas de saut dans les chaînes de ressemblance, ça nous conduit à ne pas pouvoir exclure Giacomo parce que la classe va aller trop loin. Autrement dit, la classe à l'arrivée va inclure tous les particuliers. Là, j'ai mis plein de particuliers, je ne sais plus ce que c'est. Et puis, à l'aide des relations de ressemblance, vous allez pouvoir... Là, je les ai tous. Ouais, c'est ça. Donc, on est parti de... Oui, là, vous avez une classe qui est telle que chaque individu, chaque chose dans la classe ressemble à au moins un autre.
la cabine de téléphone ressemble à la cabine de douche ressemble à la baignoire, la coccinelle. Fait que tout ça, cet individu ressemble à au moins un autre, et puis vous voyez bien qu'à l'arrivée, cette classe-là, elle est complètement hétérogène. Ça ne correspond pas à une propriété. Donc, ça c'est le problème que je vous mentionnais sur le caractère non transitif de la ressemblance. Comment contraindre ça? Alors vous avez une belle solution qui a été proposée par un certain nombre de philosophes et qui est utilisée aujourd'hui en sciences cognitives pour comprendre notamment le développement des concepts, c'est de dire la manière dont il faut construire les classes, c'est de s'appuyer sur un paradigme. Donc on va prendre le paradigme de la chose rouge. Je ne sais pas ce que c'est, mais disons que c'est la coccinelle. Ça, c'est la chose rouge par excellence. Okay. Et puis vous allez après imposer comme contrainte que chaque individu de la classe ressemble au paradigme, ressemble à la chose rouge qui est là. Et donc on va dire les choses rouges, c'est celles qui... être rouge, c'est être un membre de cette classe. Ça, c'est la proposition. Il y a deux problèmes au moins pour cette théorie du paradigme. Il y a un premier problème qui n'est pas si évident, c'est de savoir comment vous allez choisir le paradigme. Là, j'ai pris la coccinelle, mais pourquoi on ne prendrait pas le camion de pompier? Pourquoi on ne prendrait pas autre chose? Et dès que vous posez cette question-là, c'est difficile d'éviter la réponse de dire on choisit ce paradigme parce qu'il est parfaitement rouge. Et si vous dites ça, dans votre réponse, vous voyez que vous avez mentionné être rouge. D'accord? Donc il semble que ce qui motive le choix du paradigme, ce soit le fait qu'il exemplifie la propriété que vous cherchez à définir. Donc il y a une menace de circularité ici, on cherche à éliminer ou à réduire les propriétés, mais qu'est-ce qui fait qu'on choisit un paradigme plutôt qu'un autre? C'est qu'on se dit ce paradigme, il a la propriété parfaite de la rougeur. Ça, c'est un premier doute. Et puis l'autre problème, c'est que on va toujours pas pouvoir laisser Giacomo dehors, parce que là, Giacomo, ça va être, c'est notre scarabée bleu, pour le coup. On a dit, vous pouvez rentrer dans la classe à condition de ressembler au paradigme. Okay, la cabine téléphonique anglaise ressemble au paradigme, le coquelicot ressemble au paradigme, le camion de pompier ressemble au paradigme, et puis là, on a notre Giacomo, il ressemble au paradigme, mais pas pour la rougeur, d'accord? Mais simplement parce que c'est un insecte à 6 pattes et 2 antennes. Okay, puis ça fait qu'il va rentrer dans la classe. Donc le paradigme, ça ne nous permet pas d'exclure tous les intrus. Si on veut avoir vraiment la classe de toutes les choses rouges, ressembler à une chose paradigmatiquement rouge ne va pas suffire. Pourquoi? Parce que la chose paradigmatiquement rouge, elle va avoir d'autres aspects que la rougeur. Okay? Et ça va faire que des choses qui lui ressemblent sous ces autres aspects vont rentrer. Bien. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on peut faire à ce stade pour assurer à notre classe d'avoir l'homogénéité nécessaire, de ne laisser rentrer que les choses rouges? Oui. On ne pourrait pas faire en sorte que tout ressemble à tout? Très bien. Alors ça va être la solution de Rodriguez-Pereira à l'arrivée, que chacun ressemble à chaque autre. Mais il y a une solution intermédiaire, avant qu'on arrive là. Que je vous présente dans un instant, après vous présenter cette diapo. Pardon, je vous en ai parlé tout à l'heure des aspects, mais c'est bien que je vous le redise maintenant. Le problème, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas laisser rentrer le scarabée ici? Parce qu'il n'est pas rouge, ok. Puis on a envie de dire, le scarabée, il ne faut pas qu'il rentre parce qu'il ne ressemble pas aux autres sous le bon aspect. Okay, il ne ressemble pas aux autres sous l'aspect de la couleur. Il ressemble aux autres sous l'aspect d'être un insecte ou d'avoir 6 pattes. Okay, ça, c'est ce irrésistiblement, on est conduit à dire ici. Mais souvenez-vous que, et gardez en tête que le nominaliste, il ne peut pas dire ça. Parce que s'il dit ça, il utilise le terme interdit qui est aspect. Aspect, c'est juste un autre nom pour propriété. Pour lui, il n'y a pas de propriété, il n'y a que des choses particulières. Donc s'il dit à Giacomo, tu ne rentres pas parce que tu ne ressembles pas au poussin, parce que tu ne partages pas l'aspect d'être jaune, ou s'il dit au scarabée, tu n'entres pas parce que sous l'aspect de la couleur, tu ne ressembles pas à la coccinelle, il est en train de se contredire lui-même, d'accord? Parce qu'il accepte des aspects. Ça, c'était le point de la diapo qui est là. Donc, autrement dit, vous réintroduisez les propriétés par la porte de derrière. Je vous donne une citation de Husserl qu'on étudiera au semestre prochain, puis je reviens ensuite à la discussion. Pardon, j'avais oublié ce petit détour ici. Le problème des aspects de ressemblance. C'est un problème qui a été vu par beaucoup, mais dont Husserl, dans les recherches logiques,
qui discute exactement ça sous des termes un peu différents, mais c'est pour vous faire voir que ce débat revient dans toute l'histoire de la philosophie, ancienne, médiévale, moderne, et puis ici dans la tradition brentanienne. La conception que nous contestons opère avec des sphères de ressemblance, des classes de ressemblance, mais traite un peu trop légèrement cette difficulté que tous les objets font partie d'une pluralité de sphères de ressemblance, et dès lors on doit répondre à la question de savoir ce qui distingue les unes des autres ces sphères de ressemblance elles-mêmes. On voit évidemment que si l'unité de l'espèce n'est pas déjà donnée, un regressus in infinitum serait inévitable. Laissons tomber ça, c'est la deuxième partie qui est importante pour nous. Qu'est-ce qui fait par exemple l'unité de la sphère de ressemblance dont la condition est le rouge en face de celle dont la condition est la triangularité? La conception empiriste, le ministre de la ressemblance, Hume, ne peut que répondre, ce sont là des ressemblances différentes. Si A et B sont semblables en ce qui concerne le rouge, et si A et C sont semblables en ce qui concerne la triangularité, ces ressemblances sont alors d'espèces différentes. Mais voilà que nous nous heurtons à nouveau à des espèces de ressemblance, sous l'aspect de la rougeur, sous l'aspect de la triangularité. Les ressemblances sont elles-mêmes comparées et forment des genres et des espèces, comme le font leurs membres absolus. Espèce ici, ça veut dire propriété, dans notre jargon à nous. Nous devrions donc à nouveau revenir aux ressemblances de ces ressemblances, et ainsi de suite, in infinitum. Alors, c'est dit de manière un peu plus compliquée, dans une terminologie un peu différente de celle que j'ai utilisée ici, qu'on utilise aujourd'hui, mais c'est pour vous faire voir que c'est exactement le même problème qui est là. D'accord ? On a des aspects de ressemblance. On a envie d'en parler, mais si on le fait, on se tire une balle dans le pied si on est nominaliste. Alors, donc vous proposiez de dire il faut que chaque chose ressemble à chaque autre. Ça va être effectivement la solution de Rodriguez Pereira, mais il y en a une autre avant, Slack a été proposé par Price, qui va dire, en fait, il faut plus d'un paradigme. Il nous faut prendre un certain nombre de paradigmes, et ça nous permettra de laisser le scarabée dehors. Okay. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une classe de ressemblance, selon cette proposition-là? C'est un ensemble de particuliers qui ressemblent chacun à chaque élément d'une classe de paradigmes, au moins autant que ces paradigmes ne se ressemblent entre eux. Donc on va prendre ça comme paradigme de la rougeur. Ça, c'est, on se les donne au départ. Qu'est-ce que c'est 4 rouges? On se donne au moins 3 paradigmes. Le camion, la cabine de téléphone, la coccinelle. Et chaque paradigme ressemble à chaque autre. Donc ça correspond dans cette petite classe à la proposition que vous avez donnée. Mais après, comment est-ce qu'on définit la plus grande classe de toutes les choses rouges? On dit la classe de toutes les choses rouges, on va leur imposer de ressembler à chaque élément du paradigme. Okay. Donc il y a le coquelicot qui frappe à la porte, on lui dit attends, pour savoir si tu peux rentrer. Est-ce que tu ressembles à la cabine de téléphone? Oui. Et plus précisément, est-ce que tu ressembles à la cabine de téléphone au moins autant qu'elle ressemble au camion de pompier et à la coccinelle? Oui. Est-ce que tu ressembles à la coccinelle au moins autant qu'elle ressemble aux autres? Oui. Est-ce que tu ressembles au camion de pompier au moins autant qu'elle ressemble aux autres? Oui. C'est bon, tu peux rentrer dans la classe. Okay. Donc on a cette technique-là. Je pensais que j'avais mis autre chose, mais évidemment, là, si vous avez votre scarabée qui veut rentrer ici, est-ce que tu ressembles à la coccinelle? Oui. Est-ce que tu ressembles à la cabine téléphonique? Non. Donc, on laisse le scarabée dehors. Okay. Donc, ça, c'est la solution dans laquelle on fait appel à des classes de paradigmes. Okay. On n'a plus un seul paradigme, mais on en a plusieurs. Oui. Comment on choisit la classe si on choisit une classe de paradigme, on fait déjà un choix en fonction on revient de nouveau à la propriété. Exactement. Donc c'est la première objection qu'on a là, qui en fait, ça renforce l'objection qu'on avait quand on n'a qu'un seul paradigme. On a déjà la suspicion que si on choisit le paradigme, c'est parce qu'il exemplifie une propriété. Mais si on en choisit 3, on se dit là vraiment, vous vous fichez du monde de nous dire vous voyez pas les propriétés, parce que c'est ça qui guide votre choix de ces paradigmes-là. Donc la classe des paradigmes, elle semble arbitraire, ou si elle n'est pas arbitraire, elle semble choisie par une référence tacite à une propriété, et donc il semble qu'on comprenne ce que c'est qu'une propriété, c'est ça qui guide notre choix des paradigmes. Bien, je vais en rester là, je passe l'objection 2 maintenant, pour arriver à la solution que vous proposiez, qui est celle qui est la plus considérée comme la plus intéressante aujourd'hui. Et c'est l'unification la plus forte d'une classe de ressemblance, c'est de dire que on appartient à une classe de ressemblance si et seulement si on ressemble à chaque autre membre de la classe en question. Okay. Donc il ne suffit pas de ressembler à au moins un,
ne suffit pas de ressembler à au moins 1 plus un chemin de ressemblance, il ne suffit pas de ressembler à un paradigme, il ne suffit pas de ressembler à un ensemble de paradigmes, il faut ressembler à tous les éléments de la classe. Et ça, évidemment, ça va faire que vous allez avoir des relations de ressemblance dans tous les sens dans votre classe. Si vous avez 4 objets, eh ben, il faut que le coquelicot ressemble à la coccinelle, il faut que la coccinelle elle ressemble aussi au camion de pompier, puis il faut qu'elle ressemble à la cabine de téléphone. Mais ce n'est pas tout. Il faut encore que le coquelicot ressemble à la cabine de téléphone, que la cabine de téléphone ressemble au camion de pompier et que le coquelicot ressemble au camion de pompier. Si vous avez ça, là, vous avez chaque objet qui ressemble à tous les autres dans la classe. Et maintenant, vous avez Giacomo qui arrive, qui dit est-ce que je peux venir? J'ai un petit... Pourquoi il arriverait, Giacomo, dans cette classe? Ouais, j'ai des yeux, comme la coccinelle, là. Vous avez un crayon rouge. Est-ce que je peux rentrer? Ouais, alors là, pour la coccinelle, vous lui ressemblez, mais vous ne ressemblez pas au camion de pompier, au coquelicot et à la cabine de téléphone, donc on laisse Giacomo dehors. D'accord? Ça, c'est l'idée générale. Donc ça nous définit une classe maximale de ressemblance. Et vous voyez qu'ici, vous avez un degré d'intégration de la classe, juste en termes de ressemblance, qui est très fort. D'accord? Vous devez ressembler à toutes les autres choses dans la classe. Lucie, vous avez une question? Une classe où chacun ressemble à chacun, mais sous un aspect différent. Oui, vous avez un exemple en tête? C'est un peu compliqué, mais imaginons qu'il y ait une ressemblance entre la coccinelle et la cabine téléphonique, qui soit qu'il y a des parties noires, et entre la coccinelle et le camion, qu'il y a des parties rouges, et puis après entre le camion et la cabine téléphonique, encore autre chose, mais que chacun ressemble à tous les membres, mais sous des aspects différents. Oui, alors vous avez mis le doigt sur une des grandes objections à ça, qu'on appelle l'objection des communautés imparfaites, que je vais vous dire dans un instant. Donc ça va être des classes qui satisfont ça, qui satisfont ces contraintes-là, et où malgré tout, il n'y a pas une seule propriété partagée par tous. Puis je vais vous donner quelques exemples, mais ça va être une des objections à ça. Mais en tout cas, l'espoir, c'est que si la classe, vous voyez que plus la classe est grande, plus ça va être difficile de trouver ce type de cas, apparemment. Là, c'est juste un exemple un peu plus développé. Sous la même définition, maintenant, on a 5 choses rouges, et vous voyez que plus vous en avez, que 5, c'est pourtant pas grand, 5, mais vous allez devoir multiplier les relations de ressemblance encore et encore, parce que maintenant, il va falloir que toutes ces choses-là se ressemblent entre elles. Okay? Donc, vous voyez qu'à chaque fois que vous introduisez quelqu'un de nouveau dans cette classe-là, vous avez des relations de ressemblance dans tous les sens. Et on espère que c'est ça qui évite à notre classe d'aller attraper des choses qui n'ont pas les propriétés nécessaires. Okay? Donc, la proposition qui est sur la table maintenant, c'est la proposition suivante. Qu'est-ce que c'est qu'avoir une propriété? Moi, je suis nominaliste, je ne veux pas de propriété dans mon ontologie. Avoir une propriété, c'est être membre d'une certaine classe de ressemblance. Qu'est-ce que c'est qu'une classe de ressemblance? C'est une classe qui est constituée exclusivement par des particuliers qui se ressemblent entre eux. Et se ressembler entre eux, ça veut dire que chacun ressemble à chaque autre. Okay? Et si vous êtes membre d'une classe comme ça, alors vous avez une propriété en question. Okay? Et puis, comment est-ce qu'on appelle cette propriété? Après, vous pouvez l'appeler Rouge ou vous pouvez l'appeler Jean-Luc. Ça c'est pas important. Ça, c'est des questions linguistiques. D'accord? Enfin, c'est aussi important, les questions linguistiques. Mais métaphysiquement, ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. Donc, l'idée, évidemment, c'est que grâce à cette intégration forte des classes, on évite les intrus. Vous ne pouvez pas laisser rentrer un camion de postier jaune, par exemple, parce qu'il ne ressemble pas à la coccinelle. Bien. Alors, ça, c'est la version la plus avancée, la plus contraignante de nominalisme de la ressemblance. Et puis, ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous présenter un certain nombre d'objections à cette notion de nominalisme de la ressemblance pour qu'on puisse aller à partir de la prochaine fois et des fois suivantes vers différentes versions de réalisme des universaux. Okay? Ça ne veut pas dire, même s'il y a une progression dans le cours où on commence à rejeter le nominalisme pour aller vers le réalisme des universaux, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas sauver le nominalisme. Hein, d'accord? Vous avez encore aujourd'hui beaucoup de philosophes qui sont nominalistes et qui essayent de trouver des réponses aux objections et qui proposent des réponses aux objections que je vais vous présenter maintenant. Alors vous avez une première objection au nominalisme de la ressemblance qui a été présentée par Bertrand Russell, qui a été très tenté par cette théorie-là, parce qu'il a des instincts très empiristes. Et il s'est dit, Russell, oui mais en fait ça ne marchera jamais cette histoire-là.
Parce que nous dit le nominaliste de la ressemblance? Il nous dit, moi, dans mon ontologie, j'ai 3 choses. J'ai les particuliers, j'ai les classes de particuliers, et j'ai la ressemblance. Et là, Russell, il dit, depuis le début, ça fait tic, et ça aurait dû faire tic chez vous. Comment ça, vous avez la ressemblance? Vous dites qu'il n'y a pas de propriété. Et tout d'un coup, vous nous dites, vous avez la ressemblance. Qu'est-ce que c'est la ressemblance? Moi, j'ai jamais vu la ressemblance. Je vois des chats, je vois des chaises, je vois des pierres, je vois des huîtres. La ressemblance, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble vraiment à un universel. Alors, ce n'est pas une propriété d'une seule chose, mais souvenez-vous que dans les universaux, il n'y a pas simplement les propriétés d'une seule chose, il y a aussi les relations entre les choses. D'accord? Donc, il y a la propriété du pull de Giacomo d'être blanc, mais il y a aussi la relation entre Giacomo et Arnaud d'être à 2 mètres l'un de l'autre. Il y a aussi la relation entre Paul et Julie d'être amoureux l'un de l'autre. Il y a tout un tas de relations. D'accord? Et ce que dit Russell, c'est que la ressemblance elle-même, c'est un universel. C'est une relation entre 2 choses. Donc à partir du moment où vous appuyez sur la ressemblance, vous avez perdu d'emblée si vous êtes un nominaliste. Parce que vous avez admis une relation entre des choses et pas simplement des particuliers. Voici ce que dit Russell dans les problèmes de philosophie. Je crois que certains d'entre vous avaient suivi le séminaire qu'on a eu il y a quelques années sur ce livre, que je vous conseille de lire d'ailleurs, qui est une excellente introduction à la philosophie, à la philosophie théorique. Si nous souhaitons éviter les universaux blancheur et triangularité, nous devons choisir quelques taches de blanc particulières ou quelques triangles particuliers et dire qu'est blanc ou triangulaire tout ce qui a la bonne sorte de ressemblance au particulier que nous avons choisi. Alors, il prend ici, lui, comme, vous voyez que c'est le nominaliste de la ressemblance en termes de paradigme. Hein, mais l'objection vaut pour tout le nominaliste de la ressemblance. Mais alors, la ressemblance requise devra être un universel. Puisqu'il y a de nombreuses choses blanches, la ressemblance doit valoir entre de nombreuses paires de choses blanches particulières. Et c'est là la caractéristique d'un universel. La même ressemblance entre différentes choses. Un universel, c'est une même propriété entre différentes choses. C'est multiplement exemplifiable. D'accord? Ça, c'est notre jargon contemporain, mais c'est ce que dit Russell ici. La ressemblance, ok, donc, le t-shirt de Giacomo ressemble par sa blancheur au pull de Lucie, qui ressemble au t-shirt de Claire. On a 2 relations de ressemblance. Il y a une relation de ressemblance entre le t-shirt de Giacomo et le t-shirt de Claire, et une relation de ressemblance entre le pull de Lucie et le pull de Giacomo. Qu'est-ce que c'est que ça? Une même relation de ressemblance qui est en 2 endroits au même moment. Russell dit, mais voilà un universel. Okay? Pourquoi vous vous êtes donné tous mal? Vous vouliez vous débarrasser des universaux, et bing, maintenant vous en avez un gros qui est au centre de votre théorie, c'est la ressemblance. Je poursuis. Puisqu'il y a de nombreuses choses blanches, la ressemblance doit valoir entre de nombreuses paires de choses blanches particulières. Et c'est là la caractéristique d'un universel. Il sera inutile de dire qu'il y a une ressemblance différente pour chaque paire, car alors nous aurons à dire que ces ressemblances se ressemblent entre elles, et ainsi de suite. Pour finir, nous serons forcés d'admettre la ressemblance comme un universel. La relation de ressemblance, de ce fait, doit être un véritable universel. Et une fois qu'on a été forcé à admettre cet universel, nous trouvons qu'il ne vaut plus la peine d'inventer des théories difficiles et peu plausibles pour éviter l'admission d'universaux tels que la blancheur et la triangularité. Donc Russell, c'est le nominalisme déçu. Okay? Il pensait qu'on allait pouvoir se débarrasser des universaux grâce à la ressemblance. Il se rend compte que la ressemblance, c'est un universel. Donc il conclut, à l'arrivée, de toute façon, puisqu'on a un universel, autant en avoir plusieurs, plein, autant admettre que la triangularité, la blancheur, la rondeur, etc. sont des universaux. Okay? Ça, c'est l'objection de Russell. Est-ce que vous savez... Vous voyez comment est-ce qu'on peut éventuellement répondre à cette objection-là, qui est assez... Si vous l'avez comprise, elle est assez saisissante, quoi, parce qu'on se dit on est rentré dans ces jeux compliqués, alors qu'à l'arrivée, on présupposait, par la ressemblance même, un universel, alors qu'on cherchait à se débarrasser de tous les universaux. Vous voyez comment on pourrait répondre à ça, Lucie? Je pense que c'est une bonne solution. On peut peut-être traiter la ressemblance comme une relation. Alors, on la traite comme une relation. Mais une relation, c'est... Vous voyez, dans la notion de propriété, peut-être j'aurais dû vous dire ça plus clairement quand je vous ai dit qu'il y a une distinction entre les substances et les propriétés. Il y a des propriétés monadiques, être blanc. Il y a des propriétés diadiques, être à gauche de Cyril ou de n'importe qui. Il y a des propriétés triadiques, donner quelque chose à, donner un crayon à Jean-Claude, etc. Donc, les relations sont des propriétés. Okay? Ça, il n'y a pas de, on ne veut pas exclure les relations de la catégorie des propriétés. Donc, mais cela dit, il y a peut-être quelque chose à chercher de ce côté-là. C'est pas aussi peut-être probante que vous semble l'objection maintenant. C'est pas une objection qui a découragé les nominalistes. Ils ont continué à faire du nominalisme en dépit de cette objection de Russell. Et la raison pour laquelle ils ont continué à le faire, c'est la raison suivante.
les nominalistes vont dire c'est vrai que la ressemblance est une relation, mais c'est une relation d'un genre particulier. C'est ce qu'on appelle une relation interne. Qu'est-ce que c'est qu'une relation interne? Un autre nom d'une relation interne, c'est une relation survenante. Qu'est-ce que ça veut dire une relation survenante? C'est une relation qui est là nécessairement une fois que vous avez les deux termes en question. Qu'est-ce que ça change, cette histoire-là? Je vous présente l'idée générale et puis je vous l'explique ensuite. L'idée générale, c'est que les relations internes, elles ne représentent pas un nouvel élément dans le monde, ce n'est pas une nouvelle brique du monde ou un nouvel type de ciment entre les choses, mais elles sont juste des repas, ce qu'on appelle des repas ontologiques gratuits. Il n'y a pas quelque chose en plus là-dedans. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Qu'est-ce qu'on entend par une relation interne ou une relation survenante? Prenez la relation entre Martin et Giacomo. Il y a plusieurs relations entre eux. Ils ont la relation d'être à 2 mètres l'un de l'autre. Ils auraient pu avoir une relation distincte. Ils auraient pu être à 1 mètre l'un de l'autre ou à 10 mètres l'un de l'autre. C'est une relation qui change constamment la distance entre eux. Donc si vous connaissez Martin, si vous connaissez Giacomo, vous n'avez pas d'éléments suffisants pour savoir à quelle distance ils sont. D'accord ? Vous avez plein d'autres relations comme ça entre Giacomo et Martin. Giacomo et Martin, ils sont amis. Okay ? C'est pas nécessaire, si vous avez Giacomo et Martin, qu'ils soient amis. Ils auraient pu tourner et pas s'entendre, ou simplement ne pas se connaître. Okay ? Mais vous avez d'autres relations entre Giacomo et Martin qui sont telles qu'elles existent nécessairement. Est-ce que vous voyez lesquelles? Est-ce qu'il y a des relations entre Giacomo et Martin qui sont telles que, étant donné Giacomo, étant donné Martin, on ne peut pas ne pas les avoir? Oui. Le fait d'être des êtres humains, par exemple. Alors ça, oui, mais ce n'est pas une relation, ça, hein, entre eux. Ça, c'est une propriété monadique de chacun d'eux. Giacomo a la propriété d'être un être humain, Martin a la propriété d'être un être humain. Mais il y a des relations entre eux qui sont telles que, une fois qu'ils sont définis comme ils sont, une fois que vous êtes ce que vous êtes, vous ne pouvez pas ne pas les avoir entre eux. Ne pas être au même endroit exactement que Giacomo. Oui, alors, c'est vrai que c'est une relation nécessaire, et peut-être que c'est une relation nécessaire, étant donné ce que vous êtes, qui naît de votre nature. Mais il y en a des plus simples. Je ne sais plus lequel d'entre vous est le plus grand. Disons que c'est Giacomo qui est plus grand que Martin. Une fois que vous avez la taille que vous avez, le fait que Giacomo soit plus grand que Martin, c'est juste comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. D'accord ? C'est pas possible pour Giacomo de ne pas être plus grand que Martin, étant donné que vous avez chacun votre taille respective. Une autre relation de ce type-là entre vous, figurez-vous, c'est se ressembler. Ah ! Et c'est là que le nominaliste se raccroche aux branches de l'arbre en disant c'est pas possible, étant donné que Giacomo est ce qu'il est, que Martin est ce qu'il est, qui ne se ressemble pas à un certain degré. Autrement dit, c'est ça qu'on dit quand on dit que la ressemblance est une relation interne. Si vous prenez deux termes en question, le fait qu'ils se ressemblent ou qu'ils ne se ressemblent pas est déterminé juste par la nature des deux termes de la relation. Tandis que le fait qu'ils soient ou non à 3 mètres l'un de l'autre, le fait qu'ils se connaissent l'un l'autre, le fait qu'il y en ait un qui bouge et l'autre pas, peu importe. Non, ça c'est des relations, c'est des propriétés monadiques. Prenez juste se connaître, être à 3 mètres, ça c'est des relations qui sont contingentes. D'accord ? Donc on a ce qu'on appelle une relation interne, et ça a un intérêt, ça, pas uniquement pour la défense du nominalisme, mais plus généralement, ce qu'on appelle une relation interne, et c'est un terme qui vient de Russell. Russell lui-même a introduit le terme, mais il n'a pas vu cette solution pour le nominalisme de la ressemblance. C'est une relation qui est nécessitée par la nature de ces relata. Les relata, c'est les choses qui sont reliées. Okay ? Vous fixez les termes de la relation. Une fois que les termes de la relation sont fixés, alors nécessairement la relation s'ensuit. Une autre manière de dire ça, c'est de dire que c'est une relation qui survient sur la nature intrinsèque de ces relata. Encore une autre manière, un exemple, si vous avez le nombre 4 et le nombre 2, alors nécessairement ils entrent dans la relation être plus grand qu'eux. Okay. Et vous voyez, l'intuition ici du nominalisme de la ressemblance, c'est de dire cette relation être plus grand qu'eux, c'est pas quelque chose qu'il faut ajouter au nombre 4 ou au nombre 2 quand vous faites de l'ontologie. Vous avez le nombre 4, vous avez le nombre 2, alors d'emblée, vous avez la relation être plus grand qu'eux. Vous n'avez pas une nouvelle brique à ajouter dans la réalité, une nouvelle forme de relation entre eux. La métaphore qu'on utilise souvent, c'est si vous êtes Dieu et que vous créez le monde, si vous avez créé le nombre 4 et que vous avez créé le nombre 2, alors vous avez créé la relation être plus grand qu'eux. Okay. Une fois que vous avez créé 4, vous avez créé 2, vous n'allez pas dire « Ah,
puis maintenant je vais mettre entre eux la relation être plus grand qu'eux dans ce sens-là. Non. Forcément, elle est déjà là, la relation. Okay, il suffit de créer les termes pour créer la relation. Et ça, c'est ce que pense le nominaliste de la ressemblance au sujet de la ressemblance. Il dit, une fois que vous avez les particuliers qui existent, forcément les relations de ressemblance entre eux existent. Donc c'est vrai que la ressemblance, c'est une relation, mais c'est pas très grave, parce que comme c'est une relation interne, on n'a pas besoin de la créer en plus des termes des relations, en plus des particuliers. C'est pas comme si c'était un nouvel élément dans l'ameublement du monde. Elle naît ou elle jaillit spontanément du fait que les choses sont ce qu'elles sont. Donc une relation interne entre deux termes, elle vaut dans tous les mondes possibles qui contiennent ces termes. Et ça s'oppose évidemment à une relation externe, qui n'est pas nécessitée par la nature de ces termes. Autrement dit, une relation qui ne survient pas sur la nature de ces termes. Exemple prototypique, les relations spatiales, si A est à 2 mètres de B, cela ne suit pas de la nature de A et de B. Donc il y a des mondes possibles dans lesquels A et B ne sont pas à 2 mètres l'un de l'autre. Mais il n'y a pas des mondes possibles dans lesquels 4 et 2 ne sont pas dans une relation de être plus grand qu'eux. D'accord ? Et il n'y a pas de monde possible dans lesquels vous avez Martin et Giacomo qui sont qualitativement identiques, qui restent exactement les mêmes et qui ne se ressemblent pas, ou qui se ressemblent dans un degré différent de ce dans lequel ils se ressemblent ici. D'accord ? Cette idée-là, elle est anticipée chez, je vous disais tout à l'heure, un des pères du nominaliste de la ressemblance, pas le seul, Occam aussi, mais Hume est peut-être celui qui s'en approche le plus. Les relations peuvent être divisées en 2 classes, celles qui dépendent entièrement des idées que nous comparons ensemble et celles qui peuvent changer sans aucun changement dans les idées. C'est à partir de l'idée de triangle que nous découvrons la relation d'égalité que ces 3 angles soutiennent avec 2 droits. Et cette relation est invariable aussi longtemps que notre idée demeure la même. Au contraire, les relations de contiguïté et de distance entre 2 objets peuvent être changées simplement par une altération de leur place, sans aucun changement dans les objets eux-mêmes ou dans leurs idées. Okay. Donc, ce n'est pas les idées qui nous intéressent ici, mais vous comprenez la distinction que Hume a en tête. Une fois que vous avez 2 objets, certaines relations entre elles sont contingentes, ça ce sont les relations externes, certaines sont nécessaires, ça ce sont les relations internes. Première thèse. Deuxième thèse maintenant, une fois que vous avez des relations internes, elles ne représentent pas d'addition d'être. Elles constituent ce qu'on appelle un repas ontologique gratuit. Pensez à Dieu qui crée le monde. Si vous créez les termes, forcément vous créez la relation. Si vous créez les jumeaux, forcément vous créez leur ressemblance. Donc la ressemblance, ce n'est pas un nouveau truc que vous devez créer entre les choses. Par contre, si vous créez des jumeaux, vous n'avez pas encore créé la distance entre eux. Donc il faut ajouter de la distance entre eux pour une certaine distance déterminée entre eux. Donc la distance est une relation externe. Ok. Ça va là-dessus pour la réponse du nominaliste à l'objection de Russell. Donc Russell dit, la ressemblance c'est un universel. Le nominaliste dit, oui, mais c'est pas très grave parce que c'est pas un universel qui est une nouvelle entité dans le monde. C'est juste quelque chose qui vient gratuitement, comme la relation être plus grand qu'eux. Donc c'est un universel, mais qui n'est pas une nouvelle entité, à strictement parler. C'est quelque chose qui est réductible à l'existence des relata. Ça va ? Ouais. Je m'excuse. Oui. Vous avez dit que si on crée le mot, on crée automatiquement Les relations les relations. internes. Cela signifie que aussi longtemps que le mot n'est pas créé, on ne reconnaît pas les relations internes. On peut inverser Oui, mais ça c'est quelque chose que va dire dans tous les cas le nominaliste. D'accord ? Le nominaliste, pour le nominaliste, les relations sont des propriétés qui relient 2 particuliers. Okay ? Et si vous n'avez pas les particuliers, vous n'avez pas la propriété. D'accord ? Donc le nominaliste, dans tous les cas, lui, il va être content avec cette solution-là, de dire, c'est comme pour les propriétés monadiques, vous n'avez pas la propriété de rougeur avant d'avoir une chose rouge. Hein ? Il faut qu'il y ait des choses rouges pour avoir la propriété de rougeur, parce que la propriété d'être rouge, c'est une forme d'abstraction sur la base des choses rouges. Okay ? Pareil pour toutes les relations. Donc le nominaliste, c'est quelque chose, c'est même pas une pilule qu'il avale, c'est quelque chose qu'il accueille comme une conséquence positive de sa théorie-là. Il n'y a pas d'abord des relations. Vous voyez, si vous êtes un réaliste des universaux qu'on va appeler platonicien, vous pensez qu'il y a d'abord des propriétés, des relations, et qu'ensuite, vous pouvez décider, si vous êtes Dieu, lesquelles vous allez faire descendre dans le monde. Okay ? Ça, c'est pas du tout une bonne image pour le nominaliste. Pour le nominaliste, tout ce que Dieu a créé,
c'est les différentes choses. Et s'il crée des choses, et ben, ensuite il va créer des propriétés. D'accord ? Il n'y a pas des propriétés qui préexistent aux choses, aux substances, plus précisément. Ça va ? Hein ? Donc on a vu la ressemblance comme relation interne. Et puis, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on discutera donc de la suggestion de Lucie tout à l'heure, ce qu'on appelle le problème des communautés imparfaites. Autre objection noministe de la ressemblance qui dit on peut avoir des classes de ressemblance parfaitement unifiées, mais pour autant pas de propriétés qui sont partagées par tous les membres de la classe en question. Puis on va voir quelques exemples. Quelques objections encore au nominalisme de la ressemblance avant de passer aux théories réalistes. Et juste pour, comme il me reste 2 minutes, 1 minute, vous allez voir que chez les réalistes des universaux, vous avez plusieurs versions. Ici, on a une nominalisme de la ressemblance, on n'admet que des choses particulières. Des tables, des chats, des relations de ressemblance et des classes, mais fondamentalement, on n'a que des choses particulières. Chez ceux qui admettent les universaux, figurez-vous qu'on va commencer par les plus radicaux, ceux qui disent qu'on n'accepte que des universaux. Okay ? Parce qu'il y a toujours un appétit des métaphysiciens pour avoir une ontologie qui est la plus économique possible, une seule catégorie de choses. Et vous allez avoir, à l'opposé total des nominalistes qui disent qu'il n'y a que des choses particulières, vous allez avoir des réalistes des universaux qui disent qu'il n'y a que des choses universaux, des propriétés universelles. Okay ? Et eux, ils vont avoir un problème pour rendre compte de la particularité, comme on verra ensuite. C'est juste pour, je ne sais pas si ça vous met l'eau à la bouche, mais au moins pour vous annoncer le programme de ce qui viendra ensuite. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine.